Medieval Pong, c'est un jeu d'adresse et d'ambiance pour toute la famille. On va dire dès 4-5 ans, on va pouvoir y jouer. Donc un jeu d'adresse, il va falloir lancer donc une balle comme ceci dans des tours, ou dans les tours, il y a des personnages qui ont des effets, donc des effets très rigolos, un vrai jeu d'ambiance. Lancer les yeux fermés, changer des tours, faire plein de choses différentes, lancer 2 balles en même temps. Et le but, ça va être de trouver une couronne qui est cachée dans le royaume. Donc il y a 2 couronnes cachées dans le royaume, il va falloir trouver la couronne. Première équipe qui arrive gagne la partie. Voilà, que j'ai co-créé avec Jonathan Favre-Godal, qui a fait quelques jeux aussi, Kikafé notamment. Donc c'est mon premier jeu édité, j'ai pas mal de protos. En fait, au début des années 2010, j'ai commencé à créer des prototypes de jeux, parce que j'étais joueur et que ça me plaisait bien en fait. Donc j'ai fait ça avec mon épouse Christelle, on a commencé à créer des jeux, etc. Et puis est arrivée la création de la société d'animation. Donc du coup j'ai laissé ça un peu de côté. Puis j'ai rencontré Jonathan au cours de parties de jeu, il travaillait dans une ludothèque, etc. Et du coup, de fil en aiguille, est sorti Medieval Pong, cette première création éditée par Ravensburger, qui est sortie en 2019. Du coup, forcément, on a envie de créer encore, rencontrer du monde et puis des joueurs. C'est super sympa d'échanger. Là, aujourd'hui, par exemple, sur le festival, on a fait un tournoi de Medieval Pong. C'était super sympa de pouvoir dynamiser le jeu, échanger avec les gens, faire des dédicaces sur les boîtes, partager comment on a créé le jeu, pourquoi, etc. Et donc forcément, là j'ai 2 autres projets qui vont arriver en courant 2022. Et puis des prototypes encore et encore à présenter aux éditeurs. Oui, il y a des mécaniques qui m'intéressent plus, c'est dans l'abstrait en fait. Je suis un joueur d'échecs à la base. Et donc tout ce qui va être mécanique, jeu à 2 joueurs, avec pas forcément un thème, mais une mécanique abstraite, accessible, mais qui va avoir une profondeur de jeu en fonction de si on joue avec des enfants, avec des joueurs plus aguerris ou plus à même de jouer à des jeux abstraits. Donc voilà, donc j'ai un jeu qui va sortir chez Gigamic l'année prochaine, que j'ai co-créé avec Romain Froger. Ouais, j'aime bien la co-création, je trouve ça super sympa. C'est cool pour plein de choses, déjà parce que pour avancer sur un projet, quand on est 2 ou 3, voilà, on s'engage à des deadlines ou des choses comme ça, donc ça permet de faire avancer les projets. Quand on est tout seul, on trouve toujours des excuses pour remettre à plus tard, voilà. Donc pour ça, pour la création de jeux. Et puis là, à Medieval Pong, le partage que j'ai eu avec Jonathan, le jeu est sorti en 2019 sur le Festival de Cannes. C'est super, on partage ça avec quelqu'un, à la sortie du jeu, les expériences avec les joueurs, etc. Et c'est vraiment top. Puis ça amène des approches aussi différentes. Voilà, sur les mécaniques de jeu, les sensibilités à certains thèmes, à certaines choses, qui fait que forcément le jeu devient plus intéressant, quoi. Alors j'adore en tant que joueur tout ce qui va être l'univers, etc. Ça me plaît vraiment beaucoup. En tant que créatif, je suis plus un créatif au niveau je pense, de la mécanique de jeu, vraiment de la technique presque je parlais avec toute l'équipe du festival tout à l'heure et je pense que oui, je pourrais plus travailler, on va dire, dans du game design, vraiment sur un jeu, un prototype et comment ajuster les mécaniques, etc. Puisqu'à la base sur de la création, en tout cas au niveau du thème ou de l'histoire que ça va raconter. Voilà. Et ça, moi je pense que ça dépend vraiment des personnes et voilà, sur la création. Je pense que chacun a son petit truc de création et sa façon de créer des jeux. Je pense que tout le monde peut s'y mettre et voilà, avoir une idée de jeu, que ce soit sur de la mécanique ou… tout à l'heure, il y a une auteure qui est présente, qui a un prototype, Marianne, qui a un prototype avec un super univers. Voilà, tout de suite, j'ai été accroché par l'univers. On voit bien qu'elle est partie de là et ça se ressent aussi, quoi, sur les jeux. Ce qui est super dans ce milieu-là, c'est qu'il n'y a pas… Enfin, je ne ressens pas, en tout cas, moi, à mon petit niveau. Après, moi, c'est mon premier jeu édité. Et pas vraiment de concurrence, au contraire. Là, on est sur le festival, il y a Julien Protière, Bruno Catala qui sont des éditeurs confirmés, qui sont là, on échange, on monte nos prototypes, voilà, on a un partage d'expérience qui est super intéressant. Donc non, au contraire, parce que petit à petit, on commence à avoir une expertise, ce qui fonctionne aussi. Alors parfois, c'est assez rigolo, on a une idée dans la tête, on se dit, ce jeu, il va super bien marcher. On y joue, ça ne marche pas du tout. Au contraire, parfois des jeux qui ne payent pas trop de mine, là on voit qu'il y a quelque chose d'intéressant. Donc non, c'est plus facile quand même parce qu'on prend de l'expérience, on connaît un peu ce qui existe, ce qui peut fonctionner, etc. Donc en tout cas, ça reste un réel plaisir et pour l'instant, en tout cas pour moi, un vrai plaisir parce que ce n'est pas mon métier premier en fait. C'est vraiment ma société d'animation qui me fait manger.
Mais voilà, donc du coup, là je fais vraiment les jeux de façon sereine, j'ai pas besoin qu'un jeu sorte absolument, voilà. Et donc c'est encore plus un plaisir voilà, de faire, de créer, d'échanger. Voilà, et puis on a des deadlines qui sont intéressantes avec des gros festivals tout au long de l'année. Donc on a le festival de Cannes, où là on sait qu'en amont, donc là à peu près à cette période-là, il faut qu'on ait des prototypes prêts pour pouvoir les présenter, parce que le festival de Cannes est en février, aux éditeurs qui seront présents, parce que les éditeurs sont présents et jouent le jeu, prennent des rendez-vous avec des auteurs confirmés ou non pour présenter des projets. Voilà, donc on a cette échéance-là. Paris est ludique aussi, qui est un super festival d'échange pour ça. Donc voilà, de la création, on génère des partenariats avec d'autres auteurs pour voilà, créer et faire avancer les projets, quoi. Ça, c'est vraiment, vraiment enrichissant. Clairement, les auteurs, ils ne courent pas après les prix, hein, ils courent aussi après déjà un projet édité. Parce que c'est vrai qu'on a des choses qui sortent de notre tête, du partage, hein, comme un écrivain, etc. Donc à un moment, d'avoir un jeu abouti, c'est-à-dire j'ai fait la création, le parcours, etc. Et un éditeur sort le jeu, c'est déjà une vraie fierté. Même, j'ai envie de dire, avant que le jeu sorte, moi j'ai plein de prototypes qui seront certainement peut-être pas édités un jour, mais que je prends plaisir à sortir et de voir les gens jouer autour de votre création. C'est tellement, voilà, c'est gratifiant, c'est vraiment chouette. Donc oui, un prix, c'est sûr que ça met en avant tout ce qui gravite autour du jeu, l'éditeur, l'auteur, etc. Après, c'est un plus, mais un prix, c'est quoi? C'est un jury qui a décidé que ce jeu-là était mieux que celui-là. Il y a tellement de jeux qui sortent. On le sait bien, même beaucoup de créateurs sont des joueurs aussi. Voilà, il y a plein de jeux qui nous plaisent. Pourquoi primer celui-là plus que celui-là? À un moment, c'est un choix, un instant T. C'est souvent des bons jeux qui sont primés. Voilà, après, oui, ça va être la roulette de quel jury est présent, quelle sensibilité, etc. Mais voilà, je ne pense pas que ça soit un objectif à la fin. Ah oui, j'imagine que quand on a un As d'or ou un Spiel des Jahres, ça doit être très gratifiant. Voilà, mais je ne pense pas que ça soit pour ça que les auteurs créent des jeux, quoi, et se disent à un moment, voilà, je peux avoir le super prix, quoi. Medieval Pong, c'est Pauline Détraz qui a fait les illustrations. Voilà, dans le milieu, elle commence à faire pas mal de jeux. Elle a fait des illustrations aussi des catalogues des boutiques ludiques, la première page, de plein de jeux. Et on voit que maintenant, un jeu, il doit être bon mécaniquement, mais aussi visuellement. On voit qu'il y a vraiment du talent d'illustrateurs qui viennent soit uniquement du monde du jeu, mais aussi de la BD, de la jeunesse, etc. Et voilà, donc en fait, il y a les gens qui font le métier, et pour l'instant, moi, ça me va très bien. Je me fais plaisir à créer des jeux, je les présente aux éditeurs. Si ça leur plaît, tant mieux, quoi. Tant mieux. Dans le monde du jeu, j'ai des copains, des amis, mais ce n'est pas des gens que je vois habituellement hors festival. En 2020, j'ai pris des nouvelles de personnes qui me tenaient à cœur, mais on ne s'est pas vu sur les festivals, et on ne s'est pas vu du tout parce qu'habituellement, on se voit sur ces festivals-là. En 2019, je crois que j'ai fait une vingtaine de festivals quand même, 20 week-ends. Donc forcément, il y a les mêmes gens qu'on croise. Donc déjà, ça c'est un plaisir de retrouver des gens. On les retrouve généralement ce qu'on appelle sur les off, donc après le festival, en soirée. Là, on peut échanger, etc., faire tester nos protos, discuter, etc. En journée, généralement, qu'on soit animateur, auteur, etc., on est pris sur les stands, on échange avec les visiteurs, pour les auteurs les plus connus, avec la presse, etc. Donc voilà, moi aller sur un festival c'est mon travail par ma société, mais c'est aussi le plaisir de voir des gens que je ne vois que sur les festivals. Voilà. Et ces moments de partage, ça reste un milieu très ouvert, donc on va pouvoir discuter avec plein de gens, peu importe le niveau, et ça c'est chouette d'avoir des relations privilégiées avec des auteurs confirmés, avec des éditeurs, avec plein de monde en fait qui gravitent autour du jeu. Et une ambiance qui est vraiment cool, que ce soit et avec les visiteurs, les gens, le grand public, et avec le côté pro qui reste encore très accessible, agréable. Il y a vraiment une ambiance qui est encore super bon enfant dans le jeu, et on en profite à fond en fait. On espère que ça va durer longtemps, mais on en profite en tout cas. Voilà. Dès que j'allais chez mes grands-parents, on jouait aux cartes. On a toujours joué aux cartes, un peu de jeux de société aussi. Et beaucoup de cartes. Donc déjà, je suis joueur depuis tout petit, et dans la famille, les gens jouent. Donc voilà, j'ai 2 grands frères, on a toujours été dans l'échange autour du jeu.
Donc déjà, ça me rappelle tous ces souvenirs-là. Et puis, dès que j'ai découvert tout ce qu'on appelle les jeux modernes au début des années 2000, voilà, ça a été un réel coup de cœur. Donc avant de faire le métier dans l'animation ou quoi que ce soit, ou dans la création, je faisais déjà un peu ça, puisque les gens qui venaient à la maison, je leur faisais découvrir des jeux. Et on est plein comme ça en fait. Même ceux dont c'est pas le métier, ils le font. Ils ont un coup de cœur et ils le partagent. Et voilà. Donc ça me rappelle tout ça, surtout des moments conviviaux. Le partage, lire les règles, j'adore ça en fait. Il y a plein de supports maintenant, des vidéos, plein de choses pour... moi j'ai une boîte de jeux, j'ai le plaisir, il y a une règle qui a été faite, j'ai un plaisir à lire la règle, etc., de la retranscrire et de la repartager avec mon entourage. Maintenant je suis père de famille, donc mes enfants aussi sont en âge, donc ont toujours été un peu baignés dans le jeu, mais là ils ont 6 et 8 ans, donc ils sont aussi dans l'âge de beaucoup de partage dans le jeu. Eux aussi jouent en autonomie. Une époque, quand j'étais joueur, sans que c'était forcément métier, je regardais beaucoup Trick Track parce que j'aimais bien voir donc les parties, les explications expli-parties, etc. Mais aussi, il y avait souvent l'auteur qui était présent, l'éditeur, et il y avait toute l'histoire autour du jeu. Ça me plaisait beaucoup. Donc ça, j'ai été très consommateur de ces choses-là. Après, forcément, dès que le métier est arrivé, où j'étais plus dans le métier, déjà j'avais moins le temps. Et puis j'avais accès à tous ces jeux-là et je me faisais en fait, mon avis sur les jeux et je pouvais rencontrer aussi quelques auteurs sur les festivals, etc. Donc j'étais moins consommateur. Là oui, je vais pouvoir regarder rapidement un Ludochrono de Ludovox, We Are Game de les Canadiens. Enfin voilà, je vais regarder ça parce que c'est des gens que j'aime bien et je vais regarder ça comme ça, c'est sûr. Mais non, je suis moins consommateur parce que voilà, déjà je suis occupé à être sur les festivals, etc. Je suis plus dans le milieu. Et voilà, et après le temps à côté, je vais aussi le partager aussi avec ma famille, etc. Donc voilà, mais c'est des très bons outils pour les gens, pour savoir rapidement si un jeu va leur plaire, voilà, parce que quand on voit que pour les gens, pour les boutiques aussi, boutiques qui ont pléthore de jeux, lesquels on va prendre. Ouais, c'est vraiment des super outils. Je pense qu'on est tous légitimes, même si on n'a pas un jeu édité, même, de faire de la création. Mais c'est sûr que là, on discute ensemble, on parle de Medieval Pong, de mes projets qui vont arriver. Mais c'est sûr qu'on se sent moins légitime de discuter de ces choses-là à côté d'un Julien Protière, d'un Bruno Catala, parce que je parle d'eux parce qu'ils sont là. Donc c'est toujours la même chose. Mais effectivement, se dire à un moment, surtout quand on l'a vécu en tant que créateur, même en tant que joueur, tout ça, de savoir quand on est dans ce milieu-là, qu'il y a vraiment un jeu, c'est pas une équipe comme ça qui dit un matin sur un tableau on va faire ça, 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 on va pondre un jeu et voilà, on sait qu'il y a un vrai travail de création. Ah oui, petit à petit, on se dit oui, c'est super important. Donc on est de plus en plus sensible, j'ai envie de dire. Donc oui, je suis de plus en plus sensible. Moi, quand je parle des jeux, je parle des créateurs parce que aussi, voilà, j'en suis un, etc. Mais des illustrateurs aussi, on en parle de plus en plus, qui apportent au jeu. Il y a même des illustrateurs qui font de la création de jeux petit à petit parce qu'ils s'y intéressent aussi. Un jeu va être sublimé aussi par ses illustrations. Peut-être qu'à une époque, les illustrateurs faisaient des illustrations sur un jeu, ils n'y avaient même pas joué. Là, il y a beaucoup de joueurs, d'illustrateurs. Je pense à Christine Alcouf, par exemple, qui, je suis sûr qu'elle a joué à tous les jeux qu'elle a illustrés, c'est sûr. Voilà, parce que, et donc de petit à petit, on a des gens comme ça qui font que... Pourquoi on a des si bons jeux maintenant de plus en plus? C'est parce qu'il y a tous ces gens-là qui progressent, qui deviennent des vrais acteurs qui font que le jeu est bon. Donc pourquoi pas créditer ces gens-là et en priorité? C'est vrai que quand il y a le dernier livre de tel auteur qui est sorti, on parle de cet auteur-là et presque pas de l'éditeur. Et c'est vrai que dans le jeu de société, c'est encore malheureusement trop souvent le dernier jeu de tel éditeur, etc. Ça change un peu, de plus en plus. On voit sur des kakémonos, des présentoirs, etc. Le titre du jeu, l'illustration et en haut l'auteur de jeu. Alors là, j'ai vu dans quelques magazines qui sortent pour Noël et ça y est, ils commencent certains à mettre le nom de l'auteur. C'est bien, ça avance. Tout ce qui est de toute façon, toutes ces petites choses qui avancent, ouais, c'est gratifiant et je pense que voilà, ça peut être que bon pour le jeu. Les gens se disent oui, mais là on le voit bien comme les choses ont évolué. À une certaine époque, les jeux enfants étaient moins bons parce qu'il y avait peut-être moins de créateurs, etc. Donc les gens sortaient le jeu pour jouer avec leurs enfants par défaut, pour faire jouer leurs enfants. Alors que maintenant, on parlait de Kraken Attack tout à l'heure, nous on est autour de la table, on prend plaisir à y jouer et donc on joue avec notre enfant et ça nous fait plaisir et voilà. Donc ça aide aussi au partage intergénérationnel avec les grands-parents. Toute cette partie qu'on a sautée où nos parents n'ont pas forcément trop joué avec nous,
au final, ils jouent avec nos enfants, leurs petits-enfants, au jeu. Et voilà, c'est du partage et ça, ouais, tout ça, c'est bénéfique au jeu. Donc si on voit que derrière un jeu de société, il y a déjà des gens, on rencontre ces gens-là, et en plus, du coup, on voit la vraie plus-value d'avoir des créateurs, des gens qui apportent. Avoir plein de créateurs, ça veut dire avoir plein d'idées différentes, de sensibilités, etc., qui font qu'on a des jeux super intéressants. Et qui dit jeu super intéressant dit moment de partage avec tout le monde en fait. C'est pas bon, allez, je ne citerai pas de nom parce que sur les jeux classiques, il y a plein de gens qui disent ah ouais, mais ça, ces jeux-là, mais on est parti de là et on a tous été joueurs à partir de ces jeux-là. Mais c'est vrai qu'ils ont perdu en charme, parce que maintenant il y a des jeux vraiment, vraiment excellents pour jouer avec tout le monde. Et partager avec le plus grand nombre, et ça c'est vraiment chouette. Après ces jeux-là, potentiellement les gens pourront aller, si ça leur plaît bien, aller sur des jeux plus velus, mais il faut vraiment ces jeux passerelles, soit des jeux enfants passerelles, mais où toute la famille peut jouer. Et puis voilà, des jeux après plus familiaux, et après on monte petit à petit en gamme pour ceux qui veulent. Mais moi je vois, depuis que j'ai des enfants, je joue moins à des jeux, des gros jeux. Avant je jouais à des bons gros jeux, et voilà, petit à petit maintenant j'ai tout un groupe de jeux que j'aime bien, ce qu'on appelle familial un peu plus, selon les gens avec qui je joue, et qui va très bien, quoi. Et qui est vraiment un cœur important en ce moment. Les jeux accessibles, mais où tu peux avoir une profondeur en fonction de avec qui tu vas jouer, et les âges aussi des joueurs et des participants, quoi.